l'exploration de la cellule, une simple cellule humaine, et d'une intelligence absolument incroyable. C'est un univers, une cellule. En travaillant sur vous-même, en travaillant, en essayant de clarifier les choses, de pacifier les choses, et puis d'aimer, vous pouvez faire du bien à vos descendants, mais aussi à vos ascendants. La compassion, elle passe d'abord par des chemins très éternels. Vous pleurez particulièrement fort en vous voyant en miroir. Et en fait, c'est sur vous-même que vous pleurez. Vous pleurez sur votre propre mortalité. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et vos recherches? Alors, donc, moi, j'ai grandi au Maroc, mais dans la culture française. Et au Maroc, on allait, c'était une école française, jusqu'au baccalauréat. Et puis ensuite, je voulais être ingénieur. Et donc, je suis parti en France faire mes études à Paris. Et puis très vite, je me suis aperçu que je m'étais trompé complètement de voie, que c'était pas ingénieur, c'était pas... Les maths devenaient très compliquées, mais c'était pas tant ça, c'est que finalement, j'avais pas compris ce que c'était ingénieur, et je salue les ingénieurs, je les respecte tout à fait, mais tout d'un coup, ce qui m'a intéressé, c'était le journalisme. Et donc j'ai fait des études pour devenir... J'ai fait Sciences Po, une école de journalisme, et j'ai eu la chance de participer à la naissance, à la création du journal Libération, tout à fait au début, quand c'était encore un peu un torchon, je dois dire, mais on y mettait du cœur. Et puis très vite, je suis passé de là au magazine Actuel. Et ça a été la chance pour moi existentiellement de ma vie, mais c'est aussi professionnel, donc ça rejoint un peu notre propos, c'est que Actuel, c'est devenu à partir à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est devenu un journal qui a eu beaucoup de succès et donc des moyens. Et donc on a pu voyager, on a été une bande de copains, on vivait en plus ensemble en communauté. Et il suffisait qu'un sujet soit apparemment enthousiasmant, n'importe où dans le monde, on pouvait y aller. Il fallait convaincre les copains, et c'est dans ce cadre-là, j'ai fait des voyages un peu partout dans le monde. Les tout premiers, enfin, l'Europe de l'Est un petit peu, mais sinon l'Afrique, j'ai été très enchanté, emballé par l'Afrique, par la musique africaine. Je suis devenu copain avec un grand musicien nigérian qui s'appelait Fela Kuti. Bref. Mais la science, ce qui m'avait attiré au début vers l'idée de devenir ingénieur, j'avais passé un baccalauréat scientifique, et donc la science m'intéressait. Et à Actuel, j'ai fait des reportages. On était 2-3, d'ailleurs j'étais pas le seul, il y avait Jean-Pierre Lantin, il y avait Léon Mercadet. On faisait des reportages scientifiques, et dans les années 70, il y a un fait scientifique qui est très, très fort, qui marque, c'est les découvertes sur les neurotransmetteurs. Vous savez que tout notre être intérieur, physiquement, il est électrique, mais il est aussi chimique. Ça passe sans arrêt de l'électrique au chimique. Et les neurotransmetteurs, c'est cette incroyable pharmacopée, ces drogues très, très, très puissantes que nous avons en nous-mêmes. Nous avons à tout moment, là on est en train de se parler, eh bien il se passe en vous et en moi des échanges chimiques prodigieux, une symphonie avec des produits d'une concentration. C'est des drogues très puissantes, mais la police ne peut rien faire contre. On est tous... non, d'ailleurs, les drogues illégales se font passer. C'est comme ça que les drogues agissent sur nous. C'est parce que ce sont des cousines. Les molécules sont des cousines des molécules que nous avons en nous, n'est-ce pas? Et donc, j'avais fait plusieurs articles sur... je sais pas, vous avez faim, c'est une certaine chimie. Vous avez sommeil, vous dormez, c'est une autre chimie. Vous êtes amoureux, c'est une chimie très particulière. Et donc ça nous plaisait beaucoup. Et un jour, j'apprends, et ça je le redirai dans la conférence tout à l'heure, j'apprends que par la presse allemande, parce que je suis à moitié allemand en fait,
Et donc j'étais un des rares germanophones, parce que en France on est anglophone, hispanophone, mais il n'y a pas tellement de germanophones. Enfin en tous les cas j'étais le seul qui parlait l'allemand. Donc je trouve dans la presse allemande un article qui dit « Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces choses qui s'appellent des Near-Death Experience ». Alors j'en avais entendu parler, mais alors de très très loin. Pour moi, c'était un truc extrêmement douteux. C'était un truc pour gogo, pour des gens qui gobent tout. Eh bien, donc c'est des gens, ils étaient morts cliniques, on les a ranimés, ils racontent une histoire extraordinaire, ils ont été dans une lumière, etc. Eh bien ça y est, on a trouvé l'explication. En fait, pour le dire vite, au moment où l'organisme humain sent qu'il va mourir, eh bien, il lâche ses drogues internes. Il fait une overdose. En fait, nous mourrons tous dans une overdose. Et alors, ça nous fait voir des choses extraordinaires qui n'existent pas naturellement. C'est des hallucinations. Et voilà. Et donc, je trouve ça prodigieusement intéressant, parce qu'alors, en gros, ça voudrait dire aussi que toutes les visions mystiques, eh ben, c'est des overdoses. Enfin, c'est des overdoses ou pas over, mais enfin, ce sont des sortes de shoots de drogue endogènes que certains êtres se font à certains moments, et ça nous intéresse beaucoup. On était un peu iconoclaste, on aimait bien rire et se moquer, et donc les copains sont tout à fait d'accord pour m'envoyer à Los Angeles pour aller voir le professeur qui a fait ses déclarations dans la presse allemande. Et c'était mon premier voyage aux États-Unis. C'était, je vais directement à Los Angeles, je suis frappé par la ressemblance de la flore californienne et celle du pays où j'ai grandi, le Maroc. Et puis je me retrouve au rendez-vous que j'ai pris avec le professeur Ronald Siegel, professeur de psychologie à l'université de Los Angeles et expert auprès des tribunaux en matière de drogue. Et très vite, je tombe de haut, parce que je lui demande comment ils ont fait pour découvrir, pour faire cette découverte formidable. Les gens au bord de la mort ont un déclenchement de neurotransmetteurs. D'ailleurs, quels neurotransmetteurs? Parce qu'il y en a, on connaît bien la sérotonine ou la dopamine, mais il y en a plein d'autres. Ce sont lesquels, comment, et où? Je veux absolument des détails pour mon article. Et je découvre que le professeur n'a fait aucune étude. C'est purement... Il dit non, on peut... C'est évident. C'est évident. Je dis, mais évident. Au début, j'y crois pas, parce que Et il me dit, mais monsieur, si vous aviez pris du LSD, vous sauriez que ça ressemble beaucoup. Alors je dis, mais j'ai pris du LSD. Nous, dans les années 70, on a tout pris. Et... alors il dit, si, ça ressemble. Je dis, non, pas tellement. Enfin, je veux dire, Et ainsi de suite, il va peu à peu, et je remercierai jamais assez le professeur Ronald Siegel, parce que c'est lui qui m'a mis sur la piste, mais par défaut. C'est-à-dire qu'il a fait, pendant l'interview, il me disait des choses bizarres, comme par exemple, il avait pris toutes les drogues amazoniennes, l'ayahuasca, tous ces machins-là, il avait tout pris, et je lui dis, waouh, ça c'est énorme, alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous a... Ah non, lui, ça lui avait rien fait. Il prétendait que ça ne lui avait rien fait de prendre toutes les... C'était juste pas possible, c'était cet homme-là, et au bout d'un moment, je lui ai dit, d'ailleurs je lui ai dit, mais c'est étonnant, vous parlez comme quelqu'un qui a peur. Et il me dit, peur, mais moi, jeune homme, parce que j'étais tout jeune, j'avais pas 30 ans. Si, je venais juste d'avoir 30 ans. Mais lui, c'était plutôt un homme de 50 ans. Et il me dit, mais j'ai pas peur, mais pourtant, jeune homme, il y aurait de quoi avoir peur. Parce que l'obscurantisme menace. L'obscurantisme menace même les élites scientifiques. Il y a des scientifiques d'élite qui rentrent dans ce délire. Vous comprenez
il le disait en anglais, in the 60s it was LSD and now it's NDE, Near Death Experience. C'était le LSD, maintenant c'est la NDE, c'est des délires. Donc je suis bien embêté parce que je vois que mon reportage va s'écrouler, je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui est purement dans l'idéologie matérialiste, qui dit, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre en France parce que vous êtes le pays de Descartes, vous êtes rationnel, mais ici c'est l'Amérique, ici c'est un pays de dingue, c'est le Ku Klux Klan, c'est n'importe quoi. Il aurait pu dire, pardon, vous l'enlèverez peut-être, il aurait pu dire, s'il avait été prophète, il aurait pu dire c'est le pays de Donald Trump, vous comprenez? Et à ce moment-là, oui, j'aurais dit oui, évidemment, c'est un peu grave, mais vous me dites que des scientifiques d'élite sont, oui, des scientifiques d'élite sont touchés. Alors, mon reportage était en train de s'écrouler, il n'avait fait aucune recherche, il n'avait aucune preuve, il était purement en lutte idéologique contre ce qu'il estimait être l'obscurantisme, et je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me faire vous pouvez me donner des noms parce que moi, je me disais, tiens, si il y a un phénomène d'obscurantisme dans la science américaine, ça peut être un sujet, pas très enthousiasmant, mais peut-être que ça peut être un sujet. Je voulais quand même rentabiliser mon voyage en Amérique. Et il me dit, il est très content, il me dit, ben absolument, il me dit des noms que j'ai jamais entendus, Raymond Moody, Kenneth Ring, Michael Sebom, Fred Schoonmaker, John Odette, enfin il me donne toute une liste, et puis il termine par un truc qui va me mettre vraiment la puce à l'oreille, il me dit, mais alors, leur chef, si je puis dire, la pire, c'est une psychiatre suisse-américaine, helvético-américaine. Alors elle est gratinée, et pour vous donner une idée, monsieur, du genre d'endroit où elle communique, eh bien, sa dernière interview, elle l'a donnée à Playboy, le journal érotique. Et là, il me fait un cadeau extraordinaire, parce que moi, je connaissais Playboy, et Playboy, c'est un journal érotique où on montre des femmes nues, mais c'est toujours précédé d'une interview d'une personnalité éminente. C'est-à-dire, on va interviewer John Kennedy, on va interviewer le patron de Fiat en Italie. On ne peut, parce que c'est la Libye. Vous achetez, pour les hommes qui achètent des journaux, à l'époque c'est encore un peu rare, vous achetez un journal de femmes nues, mais il y a une interview d'une éminence au début. Et je me dis, bon sang, si c'est... Et je sors de cette interview ratée qui ne sert à rien, enfin, sauf que si, elle a beaucoup servi, il m'a mis sur la piste. J'ai fait le tour de l'Amérique et je suis allé voir tous les obscurantistes qu'il avait mis sur la liste. Et je suis tombé sur des scientifiques, dans des hôpitaux, dans des universités. Raymond Moody était encore jeune, il était interne encore, parce que Raymond Moody, c'est quelqu'un qui était philosophe, et puis qui a décidé de faire médecine pour étudier ces histoires. Il est devenu psychiatre un peu, il a commencé ses études de médecine, il avait 28 ans. Et donc quand je le rencontre, il est encore interne à Charlottesville, en Virginie. Et je rencontre des gens qui sont ce que j'appellerais des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils disent, écoutez, il y a un fait rare qui est devenu fréquent, grâce à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a des techniques de réanimation. Tous les jours, partout dans le monde, on ranime des gens qui auraient dû mourir. Et en France, forcément aussi, faites l'étude, allez les voir, interrogez-les, et vous verrez que parmi ceux qu'on a ranimés, il y en a un certain nombre. Et alors à l'époque, il disait un peu plus, et lui, il devait dire 1 sur 3. En fait, c'est plutôt 1 sur 5. Une personne sur 5 vous raconte une histoire, interprétez-la comme vous voulez, mais vous allez voir que ça a eu de l'effet, ça l'a changé, la personne a changé, et plutôt dans un sens, on dirait altruiste. Les gens, ils reviennent de là, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur temps dans la vie sur des conneries, sur des trucs de paraître, et que l'essentiel, ils sont passés à côté.
Ils racontent des histoires, ils disent « mais je me suis rendu compte, j'ai revu passer ma vie et je me suis rendu compte de l'effet que j'avais eu sur les autres. » Parce qu'ils revivent leur vie de manière holistique. Alors, interprétez ça comme vous voulez. Alors évidemment, j'avais dit à Raymond Moody, j'avais dit « oui, mais interprétez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, vous avez fait un best-seller puisque votre livre a fait le tour du monde. Life After Life, la vie après la vie. » Ça s'appelle quand même Life After Life, vous prétendez. Alors il m'a dit, ça c'est l'éditeur, moi je ne prétends rien. En réalité, et ça m'est arrivé à moi-même, c'est-à-dire que moi après j'ai rapporté un reportage, puis j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, et puis finalement c'est devenu un livre, au bout de 5-6 ans, c'est devenu un livre qui s'appelle La Source Noire. Et donc moi j'en ai rencontré aussi beaucoup des gens en Amérique, mais après aussi en Europe quand je suis rentré, enfin en France. Et c'est sûr que vous ne pouvez pas, vous ne sortez pas indemne. Vous ne sortez pas indemne si vous rencontrez des gens comme ça, qui sont tellement sincères, quand quelquefois vous pouvez tomber sur des gens qui sont un petit peu dans un bluff un peu égotique, ça peut arriver. Les gens ne sortent pas de ces expériences-là comme des saints ou des saintes. Ça se sent, la sincérité. Eh bien oui, vous finissez, il faut le reconnaître, par y croire. Et donc voilà comment je suis tombé dans le piège. Tous ceux qui ont vécu une EMI en sont revenus. Ils n'étaient donc pas morts. Que pouvez-vous répondre à cet argument? C'est un très bon argument. C'est un très bon argument. Personne n'en est réellement revenu. Donc c'est pour ça qu'on dit NDE, Near Death Experience. C'est presque mort. C'est des expériences de presque mort. Ce qui est frappant, c'est qu'ils étaient presque morts. Et donc, on n'a pas toujours les moyens de vérifier ce qui se passe dans leur cerveau et dans leur corps. Souvent, le cœur est arrêté, par exemple, et on sait très bien que quand le cœur est arrêté, le cerveau, il est plutôt au ralenti, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ces gens-là racontent avoir eu une expérience plus forte que celle qu'ils n'ont jamais eue de leur vie. Et donc, plus forte, plus belle, de toute façon, ils commencent généralement par vous dire qu'elle est strictement indicible, on ne peut pas en parler, et donc, mais ils ont tellement envie de témoigner qu'ils utilisent des mots qui sont forcément approximatifs ou en tous les cas symboliques. Et c'est déjà incroyable de penser que une personne dont le cerveau est presque arrêté, ou quelquefois même carrément arrêté, ait vécu l'expérience la plus forte, la plus belle de leur vie, qui, pour moi ça a été très important, qui a un effet à long terme, ce que les Anglais appellent, les Américains appellent les after effects, c'est-à-dire que vous revenez voir la personne 20 ans après. Moi ça m'est arrivé d'interviewer des gens qui racontaient quelque chose qui leur était arrivé 20 ans auparavant, et c'était toujours aussi frais, aussi fort, ça les faisait pleurer, c'était comme si ça s'était passé la veille. Et donc, assez vite, je dois dire que la question, pour moi, n'a plus été de savoir s'ils étaient morts à 80%, à 99% ou à 100%, mais la question était plutôt de savoir qu'est-ce que c'est que cette chose qui s'appelle la conscience, que d'habitude, enfin nous, dans nos cultures, à l'époque moderne, la conscience, elle est très circonscrite, elle est liée à l'état physique du corps. Si vous êtes pratiquement mort, même pas tout à fait, mais pratiquement mort, et que vous vivez la plus belle expérience d'amour, de connaissance, et qui change votre vie à long terme, alors la question, c'est plus tellement de savoir qu'est-ce que c'est que la mort, mais plutôt que qu'est-ce que c'est que la conscience. Et d'ailleurs, en français, on dit « expérience de mort imminente ». Moi, je dirais plutôt c'est
expérience de conscience agrandie. Expérience de conscience agrandie à l'occasion d'un frôlement de la mort. Mais comme vous le savez sans doute, les gens, enfin moi j'ai commencé à étudier ça tout à fait à la fin des années 70, des années 70, on dirait, ici en Belgique, et c'était peu de temps après que le psychiatre Raymond Moody ait écrit Life After Life, la vie après la vie, et donné le nom d'ailleurs, Near Death Experience. Et ce qui était très frappant chez les chercheurs que j'allais voir, en particulier Kenneth Ring, Kenneth Ring à l'Université du Connecticut, qui venait de créer International Association for Near Death Studies, IANS, Association internationale des études des états proches de la mort. Ce qui le frappait beaucoup, c'était qu'il recevait des témoignages de gens qui disaient « mais j'ai pas frôlé la mort du tout, j'ai vécu exactement ça en me promenant dans une forêt ou en faisant l'amour, enfin dans toutes sortes de circonstances, éclairées assez tôt, dès le début des années 80, par des yogis. Je crois me souvenir que c'était de vrais yogis, de gens qui pratiquent le yoga depuis des décennies et qui ont atteint une capacité à se mettre dans des états de conscience tout à fait spéciaux, très éveillés, entre guillemets, et qui disaient donc à ces chercheurs, à Kenneth Ring et aux autres, c'est incroyable, ce que vous décrivez, et ce que le docteur Raymond Moody a appelé Near Death Experience, ça ressemble à s'y méprendre à ce que nous, dans le yoga, enfin dans cette forme de yoga très spirituelle, nous recherchons éventuellement une vie durant sans y parvenir. Et là, les gens disent qu'ils y sont parvenus parce qu'ils ont été renversés par une voiture. Mais pour nous, yogis, disait-il, c'est tout à fait stupéfiant. C'est tout à fait stupéfiant. Et donc, très tôt, le zoom, l'objectif, le focus se fait plutôt sur la définition de la conscience, plutôt que de savoir si on est mort clinique, mort un peu... vous voyez, alors, pardon, je ne réponds pas bien à votre question, parce que vous dites la définition de la mort, elle a évolué. En effet, elle n'a pas cessé d'évoluer. Quand le corps était arrêté, autrefois, on pensait que c'était fini. Aujourd'hui, on sait très bien, et d'ailleurs, on peut faire repartir le cœur. On sait très bien que la mort, elle est plutôt mesurée à notre époque au niveau du cerveau. Il faut qu'il y ait un électroencéphalogramme plat pour pouvoir vraiment dire cette personne est morte. Mais peut-être que ça va forcément évoluer. Les techniques et les sciences, elles ne cessent d'évoluer. La question de la conscience, elle est posée fortement. Et alors, côté médecine, du côté des choses tangibles, et qui parlent à tout un chacun à notre époque, dans notre monde, la grande question, c'est qu'on a réussi à mettre au point des techniques de réanimation qui n'ont existé dans aucune autre civilisation. On peut dire qu'il y a eu une très grande civilisation indienne, ou avant une civilisation sumérienne, ou avant je ne sais quelle... Enfin, les Égyptiens, les Chinois, aucune de ces civilisations n'était capable de faire comme nous le faisons aujourd'hui dans le monde entier, de ranimer des gens qui normalement devraient mourir. On ranime, et c'est parce qu'il y a cette énorme population de gens ranimés, et avec l'épidémie Covid, il va certainement y avoir des textes qui vont sortir, des études qui vont sortir du Covid, parce que du Covid, beaucoup de gens sont morts, mais beaucoup ont été ranimés, heureusement. Et comme vous le savez, parmi ces
parmi les gens qu'on ranime, donc, grâce à des techniques extraordinaires qu'il faut saluer, eh bien, il semble bien qu'il y ait un pourcentage qui tourne, alors on n'est pas tout à fait d'accord parce qu'il faudrait faire beaucoup plus d'études, mais en gros 18, 19, 20% des gens qu'on a ranimés racontent une ENDE. L'intelligence est-elle dans la nature? Alors oui, bien entendu, elle est totalement intelligente, mais avant de passer à la conscience, mais d'une certaine façon, on pourrait dire que nous, les modernes, nous avons besoin quelque part de réinventer la Lune ou d'enfoncer des portes ouvertes. Parce que, évidemment, ils n'avaient pas les mêmes concepts que nous, mais nos ancêtres lointains, nos ancêtres, je dirais, du paléolithique, mais après ça a duré encore un certain temps, je pense, après le néolithique, mais nos ancêtres humains qui ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années, ils n'avaient pas le mot intelligence, ou sans doute, ils n'avaient pas le mot conscience, mais ce que nous entendons par là, ils le saisissaient évidemment, et ils l'attribuaient à tout. Ils l'attribuaient à tout. Évidemment qu'une rivière était consciente et elle était intelligente, et un animal aussi, et une plante aussi, et le cosmos tout entier. Curieusement, il a fallu, dans l'évolution, que peu à peu nous restreignions le champ de ceux qui sont intelligents et conscients à de moins en moins de monde. Et avec les grandes religions, par exemple, eh bien, c'est l'humain qui est intelligent, c'est l'humain qui est conscient. Descartes, déjà, le grand Descartes, qui est génial, mais quand même, il voit les animaux comme des robots. Alors, il y a une intelligence dans le robot, mais ça se rétrécit de plus en plus. Ça se rétrécit de plus en plus, et puis à un moment donné, l'intelligence c'est juste l'humain, et l'humain, l'intelligence c'est juste son cerveau, et puis peu à peu on va faire des découvertes tellement extraordinaires, parce que c'est vrai que le cerveau c'est sans doute la structure la plus complexe qu'on connaisse dans l'univers, bien que peu à peu on se rende compte que l'univers lui-même, il ressemble beaucoup à un cerveau, mais donc, c'est sans doute un passage nécessaire, ça a été indispensable, parce qu'on a mis au point comme ça une espèce de rayon laser très puissant qui nous a permis de nous distinguer, sans doute peut-être d'élaborer notre singularité, d'élaborer notre individualité. L'individualisme, peut-être, a dû passer par là, avant que, eh bien, peu à peu, on rouvre les yeux, et vous avez, moi, j'ai maintenant 75 ans, eh bien, je dirais, déjà dans mon enfance, quand je lisais, on m'offrait de beaux livres scientifiques pour enfants, des encyclopédies. Il y avait déjà, donc dans les années 50, il y avait déjà des livres qui nous montraient à quel point la faune, la flore, le monde est intelligent, pour utiliser ce mot-là quelque part. Et donc je dis, on redécouvre la Lune. Oui, l'univers est extrêmement intelligent, il est organisé, et bien malin qui saurait avoir le fin mot. On en est à se demander comment il est possible que ça existe, cette intelligence. On descend. Alors, on ne va pas parler de mécanique quantique là, parce que je me méfie de ceux qui parlent trop vite de mécanique quantique, même si c'était évidemment, même dans mon livre La Source Noire, on l'a trouvé au cœur, parce que David Bohm, c'était un physicien qui a joué pour moi un grand rôle, mais simplement dans
l'exploration de la cellule, une simple cellule humaine, et d'une intelligence complètement... Une cellule humaine, je veux dire une cellule vivante, et d'une intelligence absolument incroyable. C'est un univers, une cellule. Et puis on descend les cellules qui viennent avant nous, les cellules des bactéries. Une bactérie, c'est complètement prodigieux. Les bactéries, sans elles, on ne pourrait pas vivre. Enfin bon, bref, tout ça est d'une intelligence complètement considérable. Donc oui. Et là, je vois, parmi les nombreux ouvrages qui paraissent sur ces questions, de temps en temps, il y a un best-seller, alors on le remarque un peu plus que les autres, mais La vie secrète des forêts par l'allemand Peter Wohlleben montre à quel point une forêt est un être en soi, qui communique, avec des solidarités, avec des inimitiés éventuellement. Mais enfin, bon, oui, le monde est intelligent et notre intelligence humaine essaye d'y comprendre quelque chose. C'est aussi une Allemande qui a écrit sur l'intelligence du microbiote. Mais Goethe est leur ancêtre. Hein. Goethe, il est extraordinaire. Il y a un scientifique anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Rupert Sheldrake. Il y a 40 ans, on a fait un film ensemble, hein, une petite fiction. Je jouais un détective, je devais trouver le secret des formes et j'aboutissais finalement chez Rupert Sheldrake en Angleterre. Et Rupert Sheldrake, quand vous lui demandez qui ont été ses inspirateurs premiers, il cite Goethe, l'allemand Goethe, le français Bergson. Il accorde quand même la part vraiment belle à Whitehead, qui est son compatriote. Mais voilà, oui, les Allemands, l'intelligence, ce que nous découvrons, c'est génial en même temps parce qu'on peut se dire, on peut avoir cru naïvement que ça y est, on savait à peu près tout, comme la fameuse histoire du savant britannique qui disait on a à peu près fait le tour de tout, et juste avant qu'on découvre la relativité par Einstein et la mécanique quantique par l'école de Copenhague. Mais non, on est très loin d'avoir tout compris, et les générations à venir ont à faire des découvertes encore complètement prodigieuses. Ce qu'on découvre sur ce qu'on appelle le deuxième cerveau, qui est en fait le premier, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le deuxième, parce que le cerveau qu'on a dans le ventre, hein, qui est une collaboration très étroite entre les neurones que nous avons dans le ventre et les fantastiques colonies de bactéries, au moins 1000 bactéries différentes, qui font que nous pouvons vivre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelque chose que nous avons en commun avec, je ne sais pas quoi, le ver de terre. parce que les bactéries, sans les bactéries, même le ver de terre ne pourrait pas vivre. Et donc, c'est le premier cerveau. Et celui-là est le deuxième. Je trouve que là, de ce point de vue-là, il y a une usurpation. Que peut-on dire de la relation à nos ancêtres dans la culture occidentale? Alors, par rapport aux ancêtres, là aussi, nous sommes d'une naïveté. Les autres peuples, les autres cultures doivent nous prendre... Ben, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les Kogi, le peuple des Kogi, là-bas en Colombie. C'est un des rares peuples précolombiens préservés, qui sont montés de plus en plus haut dans la montagne, la Sierra Santa Marta. Et j'ai été éditeur de plusieurs livres de Éric Julien, qui est ce Français qui, ça serait trop long à raconter, mais qui a monté une association pour leur racheter des terres, parce que les Indiens Kogi ont peu à peu été évidemment chassés de leurs terres, et grâce à Tchendukua, l'association de Éric Julien, ils ont pu racheter jusqu'à, je crois, 2500 hectares. Peu à peu, ils regagnent du terrain. Et les Kogi nous appellent les petits frères. Et pour eux, on est des gamins. On est des gamins qui vraiment, qui sont surdoués, qui inventent des trucs fous, quelquefois très dangereux,
très 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 dangereux, mais vraiment naïfs sur des plans énormes. Et les ancêtres, ça en fait partie. Mais ça, il n'y a pas que les Kogis. Les Africains, les Chinois, les Indiens, les peuples qui ont encore une vitalité en dehors de la mondialisation sur le modèle occidental, disent mais les ancêtres, c'est très très important. C'est très très important. Chez les Chinois, on compte au moins sur 9 générations. Alors ça a ressurgi, comme vous le savez sans doute, chez nous, ça a ressurgi grâce à quelques thérapeutes qui ont... Alors, il y a l'allemand Bert Hellinger, il y a le juif polonais, chilien, mexicain, français Alexandro Jodorowsky. Et puis, voilà, tout d'un coup, j'ai un trou, parce qu'il y a la première, qui a écrit Aïe mes aïeux, Schützenberger, qui a eu l'intuition de décrypter certains traumas qu'avaient certains de ses patients, en disant ce sont des traumas qui... alors, d'autres auraient dit c'est une vie antérieure, par exemple, de trauma de quelqu'un qui a... qui aurait peur du feu, ou qui aurait... Il y avait des terreurs qui visiblement faisaient allusion à quelque chose qui s'était passé en dehors de sa stricte biographie. Et elle a eu l'idée, Anne Ancelin Schützenberger, elle a eu l'idée de relier ça, non pas à une vie antérieure, mais à un ancêtre. Précisément, mort au combat, par exemple, pendant la guerre de 14-18, ça a été ses premières pistes, ça a été de dire, mais cette femme souffre de la mort de son grand-père dans les tranchées de 14-18, qui a été quand même, la guerre de 14-18, une boucherie particulièrement monstrueuse. Et tirant le fil, peu à peu, elle est tombée sur ce qu'elle a appelé des syndromes anniversaires, c'est-à-dire que dans certaines familles, on tombe malade à telle date parce que ça correspond à une autre date. Il y a des résonances comme ça, spatio-temporelles. Et donc ça a fait qu'est née littéralement une nouvelle psychothérapie à côté de laquelle Freud est passé. Mais Freud en avait eu apparemment l'intuition. Parce que dans certaines lettres à son ami Fliss, il parle, il dit, oui, il s'est entièrement consacré au triangle papa, maman, bébé, du triangle édipien, enfin les parents, etc. Et il disait, les grands-parents, ça joue un rôle important, mais ça va beaucoup plus loin que les grands-parents. C'est les arrière-grands-parents et puis c'est la lignée ancestrale. Et donc nous redécouvrons, nous, en Occident, peu à peu, ce que les autres savaient très bien, mais alors comme souvent, on redécouvre avec nos moyens, et c'est pas forcément un mal, c'est-à-dire qu'on peut... Alors quand des amis brésiliens, par exemple, voient opérer une constellation familiale suivant la règle de Jodorowsky ou de Bert Hellinger, ils disent bah, c'est du candomblé, parce que dans le candomblé, qui est ce syncrétisme brésilien de traditions venues d'Afrique qui se sont mélangées avec des influences chrétiennes, etc., effectivement, on fait quelque chose qui a un rapport avec des ancêtres, on se met mais eux, ils vont très très loin, ils se mettent en état de transe. Si vous participez à une constellation familiale, vous n'avez pas besoin d'entrer en transe pour laisser passer une information prodigieuse, complètement... C'est quelque chose de tout à fait... J'en ai pas fait beaucoup, mais il est certain que quand
vous êtes là, il y a un cercle de 30 personnes, on décide de faire la constellation de monsieur ou de madame qui a tel problème. On ne connaît pas monsieur ou madame, on sait simplement qu'il ou elle a ce problème. Et puis voilà, on choisit quelqu'un pour le représenter, et puis on choisit quelqu'un qui, en fonction du peu qu'il a raconté, alors il y a son papa, sa maman, ou il y a son ami, sa femme, etc. Et puis peu à peu, à mesure que la constellation se déroule, ça peut durer quelques heures, la thérapeute choisit quelqu'un dans le cercle en disant « Tiens, vous voulez bien représenter, là, visiblement, il y a eu un problème avec son... il a eu un frère, ou il a eu... Est-ce que vous voulez représenter le frère, ou la sœur, ou la tante, etc. » Et vous êtes là dans le cercle, vous dites « Oui, je veux bien représenter qui vous voulez. » Donc vous y allez, vous n'avez rien à faire, c'est pas du tout du psychodrame. Vous êtes comme un sac de patates, là, sur vos pieds, et quelque chose, tout d'un coup, se met à vous habiter, quelque chose qui vient d'où, comment, ça passe par où. Vous pouvez vous mettre à pleurer, vous pouvez vous mettre à dire des trucs, à avoir un comportement. Vous n'êtes pas en transe, mais c'est une transe, on pourrait dire, soft. Vous pouvez vous écrouler par terre. Enfin, il se passe des tas de choses qui, pour la personne dont on fait la constellation, a du sens. Il y a du sens, c'est-à-dire que la personne sort de là mieux, améliorer quelque chose. Et donc, les ancêtres, ben oui, les ancêtres, ne pas tenir compte des ancêtres, c'est juste de la folie. Maintenant, ce que vont vous dire tous les... j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « J'ai mal à mes ancêtres ». Ce qu'on va vous dire, ce que va vous dire... Jodorowsky le dit très très bien, il dit tu dois t'en libérer, enfin, c'est-à-dire qu'il faut lui rendre hommage. Vous en venez, vous êtes une branche de cet arbre, et donc vous rendez hommage à l'arbre. Éventuellement, il a pu vous causer du souci, vous pouvez avoir un traumatisme parce qu'il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Il faut vous en libérer, ça c'est certain. Il est important, et souvent ça peut gicler, ça peut sauter les générations, c'est rarement directement des parents. Un secret, par exemple le gros secret, entre guillemets, de l'inceste, par exemple, ça travaille en plein. Une relation gravement incestueuse qui a eu lieu à un moment donné, elle va rebondir, et donc vous avez intérêt, c'est pas mal de le savoir, de creuser ça, pour s'en libérer, mais de dire, je n'ai pas d'ancêtre, moi tabula rasa, du passé faisons table rase, comme on pouvait dire, c'est naïf et éventuellement bête, parce que vous ne pouvez pas faire table rase, il faut tenir compte, mais il faut prolonger, il faut se libérer des maladies ancestrales, remercier, être reconnaissant d'être un des fruits ou une des branches. Et puis, il y a une chose très étonnante sur le rapport aux ancêtres, c'est que, et ça Jodo le dit très très bien, Jodorowsky, c'est que on se figure l'arbre un peu mort, comme l'arbre généalogique qu'on a sur un tableau, voilà l'arbre généalogique. Mais il dit, mais il est vivant cet arbre, et pour lui, il est vivant à travers le temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire du bien à vos ancêtres. Vous pouvez, en travaillant sur vous-même, en essayant de clarifier des choses, de pacifier des choses, et puis d'aimer, vous pouvez faire du bien à vos descendants, mais aussi à vos ascendants. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau en Occident. Et donc oui, je crois qu'il faut beaucoup penser. Il faut beaucoup. Alors c'est les ancêtres, mais c'est aussi tous les disparus qu'on a aimés. Il faut penser à eux. Et l'idée d'avoir un autel, vous évoquiez l'autel des ancêtres qu'on a, par exemple, en Chine. Moi, je crois que c'est très bien, je crois que c'est très utile. Alors,
je ne sais pas si j'ai de la chance, peut-être. Moi, chaque fois qu'une personne disparaît, je la mets, quelqu'un que j'ai aimé, avec qui j'ai eu des relations, et qui disparaît, ces temps-ci, je dois dire, à mesure qu'on vieillit, évidemment, il y en a de plus en plus, mais je mets sa photo sur mon autel. Et je pense à eux de temps en temps, je les regarde, et en général, c'est là où je dis que j'ai de la chance, ils me sourient. C'est-à-dire, j'ai pas de grimace. Alors peut-être que tout le monde n'a pas cette chance-là. Il me sourit, et c'est dans un livre récent de Romuald de Leterrier. Romuald de Leterrier, c'est quelqu'un qui est un ethnobotaniste, mais il vient de faire un livre essentiellement consacré à sa mère, en fait. À sa mère qui est disparue, et il a eu énormément de mal à vivre ce deuil. Et il dit quelque part dans son livre, mais il s'est pacifié, mais il dit dans son livre, il faut penser à ceux qui ont disparu, parce que quelquefois on leur dit mais vous ne me faites pas signe, hein, alors vraiment vous n'êtes pas sympa. Moi je pensais que si quelque chose subsiste, je ne sais pas ce que c'est qui subsiste, mais si ça subsiste, s'il vous plaît, faites-moi signe. Et Romuald dit, c'est peut-être très difficile pour eux, pour cette chose, on ne sait pas quoi exactement, cette âme, les bouddhistes disent que c'était juste un courant de conscience qui à un moment donné a pris une forme, mais il a rejoint d'autres courants, etc. Enfin, il y a toutes les versions que vous voulez, mais il faut leur envoyer de l'attention et de l'affection pour que eux nous en envoient en retour. Il y a un échange. Et donc, voilà, c'est une façon aussi de répondre à votre question. Quelle est votre définition de la conscience? Alors, vous me surprenez là en pleine enquête. Et c'est une enquête vraiment de Bibi Fricotin. Je ne sais pas si vous connaissez Bibi Fricotin, ou Tintin, ça suffit peut-être, Tintin. Tintin face à l'énigme de la conscience. Parce que moi, je ne suis vraiment pas plus que Tintin, ce qui est déjà peut-être un peu présomptueux, mais voilà. Il y a quelque temps, je suis passé à un autre éditeur. J'ai connu plusieurs éditeurs. J'étais chez Grasset au début, puis un petit peu chez Stock, et puis ensuite j'ai eu toute une aventure avec Albin Michel qui a duré quand même 25 ans. Là maintenant je travaille avec les éditions Trédaniel. Et Guy Trédaniel voulait depuis longtemps que je lui écrive un livre, et puis là, comme je me trouvais en quelque sorte en vacances, il m'a convaincu de faire un livre pour lui. On a réfléchi ensemble, et je me suis dit, finalement moi, dans mon parcours, j'ai travaillé sur les expériences de mort imminente, beaucoup, ça c'est ce qui m'a le plus occupé, mais j'ai travaillé aussi avec des gens qui communiquent avec des dauphins, j'ai fait beaucoup de reportages, et puis un livre, Le 5e rêve, qui parle des dauphins. J'ai eu la chance que Gita Malache, qui est la survivante de cette aventure hongroise incroyable qu'on a appelée les dialogues avec l'ange, me demande de raconter l'histoire des dialogues avec l'ange, et c'est elle qui avait titré ça La source blanche. Ça c'était et puis j'ai travaillé aussi avec des chamans, j'ai travaillé dans différents domaines, dont finalement le point commun est que chaque fois on parle de la conscience. Alors, ce qui est finalement assez banal, mais je me disais, finalement, oui, c'est la conscience. Proche de la mort, c'est la conscience. Communiquer avec des animaux comme les dauphins, c'est vraiment de conscience à conscience. Ça peut pousser beaucoup plus loin. Là, ces temps-ci, je vais beaucoup plus loin. Je m'intéresse aux gens qui communiquent avec les plantes, avec des gens qui communiquent avec des cristaux. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Et bien entendu, si vous descendez après, ça c'est de la science physique,
et j'avais essayé à l'époque avec David Bohm, dans les années 80, d'essayer de comprendre quelque chose à ce machin quand même assez paradoxal et complexe qui s'appelle la mécanique quantique. C'était avant que ça soit partout, avant que... Moi, aujourd'hui, si j'avais les moyens et le talent, je ferais les bronzés fondu quantique, parce que mais je ferais aussi les bronzés nagent avec les dauphins et les bronzés font coucou à leurs anges, parce qu'il faut quand même un peu se moquer de soi-même de temps en temps, sinon ça peut devenir grave. Il n'empêche que, effectivement, quand vous discutiez avec David Bohm, qui était un des grands théoriciens de la mécanique quantique, il vous disait quelque chose comme au fin fond du fin fond du fin fond de la matière, il y a quelque chose qui ressemble, lui, ce qu'il avait appelé l'holo-mouvement de l'ordre impliqué, mais l'holo-mouvement de l'ordre impliqué, lui, il l'atteignait par des mathématiques, mais il vous disait, vous pouvez aussi l'atteindre par la musique. Quand une musique vous émeut, concentrez-vous bien, le passé, le présent et le futur de sa mélodie se télescopent en un point, concentrez-vous sur ce point, eh bien, vous découvrirez que ça, en fait, c'est ce que nous découvrons par les mathématiques, et ça s'appelle la conscience. Et donc, comme si, au fin fond de la matière, il y avait la conscience. Mais c'est quoi? C'est quoi ce truc qui est partout, qui est comme la Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson viennent de sortir également aux éditions Très Daniel, tout est relié. Oui, tout est relié, et c'est à un point à devenir fou, parce que c'est tout. Ça contient juste tout, la conscience. Et donc j'ai commencé à enquêter. Là, tout à l'heure, il a été question de la communication facilitée. Ça, j'étais en rapport avec les gens qui font de la communication facilitée, avec des gens très handicapés. Enfin, ça serait trop long, mais alors je suis encore en quelque sorte sorti de ma bulle, et je me suis rendu compte que c'était partout. Pas la conscience est partout, mais les livres sur la conscience, il en sort un par semaine en ce moment. C'est comme des champignons après la pluie. Et je me suis senti un peu ridicule à prétendre vouloir en écrire un autre, parce que tout est dit. Tout est dit, c'est absolument incroyable. Et donc, chacun a sa façon de le représenter, chacun a sa façon de le dire. Je finis par voir ça comme une sorte de tissu, mais c'est un tissu pas en 2D, c'est un tissu en 3D ou en 4D ou en 5D, un tissu totalement élastique, qui relie le cosmos avec lui-même, un peu peut-être comme les fascias. Vous savez, les fascias, ces tissus très très fins qui englobent tout notre organisme, chaque tissu, tout est entouré de ce tissu très très fin dans lequel circule un liquide qui est la lymphe, je crois, et qui est celui que les ostéopathes très fins, crâniens en particulier, sentent avec leurs doigts, parce qu'ils sentent les pulsations de ces fascias. Et en fonction, c'est incroyable, parce qu'en fonction, je ne sais pas si vous avez déjà été ausculté par un ostéopathe crânien, mais il vous touche d'ailleurs le crâne, mais pas uniquement. Ils sentent les pulsations, mais ça c'est un peu comme la médecine chinoise, et ils peuvent vous parler de vous, et ils se mettent à vous parler, mais dites-moi, est-ce que vous avez bien dormi entre 30 et 35 ans, enfin des choses, ouais, ou est-ce que vous n'avez pas eu un accident, genre accident de vélo vers 7 ou 8 ans, enfin, truc comme ça. Et donc je me figure la conscience comme un tissu qui peut éventuellement se rétracter, en fonction de celui qui le regarde. On sait bien que l'onde, le processus ondulatoire peut devenir corpusculaire. C'est la réduction du paquet d'ondes. Et donc, bien malin,
bien malin qui saurait dire de quoi il s'agit réellement. Mais ce qui est clair, c'est que c'est maintenant très difficile à contourner. Et donc je comprends ceux qui, comme Mario de Beauregard par exemple, et puis tout un tas d'autres, appellent l'ère post-matérialiste. L'ère post-matérialiste, je crois que c'est quelque part irrésistible. Les plus grands savants matérialistes, enfin parce qu'à notre époque, c'est le matérialisme qui gouverne le paradigme, qui tient notre savoir, nos universités, nos académies, mais les plus grands admettent que oui, c'est un problème, la conscience est un problème. Alors quelqu'un comme Dean Radin, alors je ne sais plus s'il est physicien ou neurologue, lui, c'est Dean Radin qui fait partie de l'Institut des sciences noétiques là-bas en Californie, dit « Mais les matérialistes n'ont pas de crainte à se faire. Leurs découvertes sont fabuleuses. Elles ne vont pas être remises en cause. On ne va pas remettre en cause le fait que on ne va pas remettre en cause les quatre grandes forces de la physique, la gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la nucléaire faible. On ne va pas remettre en cause. Non, c'est fantastique ce qu'ils ont fait, mais c'est qu'il faut qu'ils admettent que la matière n'est pas le dernier niveau du réel. Que derrière elle, il y a quelque chose qui s'appelle la conscience. Et si vous poussez plus loin, et si vous allez voir en particulier des gens qui sont plutôt mystiques, ils vont vous dire, oui, mais la conscience elle-même n'a pas le dernier mot. La conscience, il y a quelque chose derrière la conscience qui est peut-être le silence, mais un silence très habité. C'est comme un peu le vide quantique. Il y a encore autre chose. C'est-à-dire que cette mise en abîme, elle est peut-être sans fin. Mais ça va plutôt dans le sens d'une sérénité grandissante. Ça va dans le sens d'un amour grandissant. C'est pas quelque chose de désespérant, cette mise en abîme, comme dans la mise en abîme de Jacques Monod, quand il dit « Nous savons que l'univers est désormais absurde et vide ». Non, ça ne va pas dans ce sens-là. C'est un autre vide. La matière crée la conscience ou la conscience crée la matière? La conclusion de ce que je vous ai dit juste avant, c'est que, évidemment, la conscience est première. Il semblerait bien que ça ne soit pas une création de la matière, que la conscience ait besoin de la matière comme pour pouvoir se révéler. L'image fameuse du poste de radio. L'émission n'est pas dans le poste c'est envoyé d'ailleurs. Quelque part, il y a... Alors, c'est envoyé d'où? Alors, bon, après... mais la conclusion de cette révolution post-matérialiste dont je parlais, il y a aussi le fameux Kastrup qui fait partie des fondateurs de cet aggiornamento, disent, non, alors ça rejoint évidemment, de grandes spiritualités. Le Verbe s'est fait chair. Alors est-ce que c'est le verbe, alors de l'information, c'est de l'information est première. Je serais vraiment prétentieux de prétendre pouvoir vous répondre. Il semblerait bien qu'il y ait quelque chose qui soit effectivement de l'ordre de l'information qui précède la matière. Et la matière et donc entre en résonance. Mais là, à ce moment-là, ce qui est très difficile à un moment donné, c'est que il y a un moment où vous cessez d'être scientifique.
Moi, j'en discutais avec quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Pelt, que j'aimais beaucoup, qui était un botaniste hein, fameux, et qui me disait... on parlait du darwinisme, il me disait à quel point le darwinisme était grand, mais à quel point il devait être remis à sa place, quelque part, parce qu'il y a des tas de choses qu'il n'explique absolument pas, et en particulier que le darwinisme, le néo-darwinisme un peu bestial, aurait besoin de 1000 fois plus de temps pour que ça se passe par hasard, et qu'il semblerait que Rupert Sheldrake ait raison en disant qu'il y a des champs morphogénétiques, il y a des champs morphiques, mais ça c'est une autre histoire. Comment dire, j'en reviens à ce que je disais à propos des expériences de mort imminente. Les gens qui ont vécu les expériences les plus fortes vous disent il n'y a strictement aucun mot. Donc, ça dépasse le langage. Donc, est-ce que ça dépasse aussi l'information? Une fois, c'est arrivé, quand mon livre La Source Noire est sorti, j'ai reçu beaucoup de courriers. Et je reçois à un moment donné, je crois que c'était un coup de téléphone de quelqu'un qui est un psychanalyste et qui a vécu une expérience de mort imminente. Et il veut me voir. Et donc, je vais chez lui. Et il ne dit rien. Il ne dit rien pendant un moment. Il est là, il dit mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et moi je lui dis, moi je veux rien du tout, vous m'avez appelé au téléphone pour que je vienne vous rencontrer. Et il dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que en tant que psychanalyste, c'était quelqu'un qui avait pris l'habitude de faire très attention aux mots. Même si c'est en attention flottante, les mots, un mot est un mot. Et c'est pas un autre mot. Et donc, ce que la plupart des gens que j'avais rencontrés enjambaient de manière assez rapide, c'est-à-dire de commencer par dire « Écoutez, monsieur, ce que j'ai vécu, aucun mot ne peut le décrire. Comment voulez-vous que je vous décrive quelque chose qui est plus brûlant que 1000 soleils, mais qui est très doux? Comment voulez-vous que je vous décrive quelque chose qui va plus vite que la lumière, mais qui est arrêté? Comment voulez-vous que je vous décrive quelque chose qui est plus fort que 1 million d'orgasmes? Et même les mots, pardon, les mots que je viens d'utiliser sont faux, parce que c'est pas ça. Et puis après, ils se mettent à vous raconter une histoire. Ils vous racontent une histoire, ils sont sortis de leur corps, ils ont été dans un tunnel, ils ont vu des parents défunts, etc., etc., etc. Et puis après, ils sont rentrés dans la lumière de l'amour et de la connaissance totale. Et puis ils ont su qu'ils oublieraient. Et puis après, ils racontent ça à un journaliste, bavard, qui ensuite raconte ça dans des articles et dans des livres. Et puis le truc circule. Et puis peu à peu, ceux qui ont vécu un truc semblable disent « Ah mais ça me rappelle quelque chose ». Et bien qu'il n'y ait pas de mots, les mots qu'ils ont quand même prononcés finissent par former une mythologie. Mais une mythologie au sens vivant. Une mythologie, c'est comme moi je le vois comme une danse autour d'un trou noir. Il y a quelque chose qui est innommable, ou blanc, un trou blanc, comme vous voulez. C'est une danse, les gens ils sont contents de se reconnaître, vous avez vécu, ils le voient, mais ça ne peut pas se dire. Donc c'est pas moi qui en plus n'ai pas vécu l'expérience. Moi j'ai vécu 2-3 trucs, mais pas ça. Et donc je comprends que quelqu'un comme Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre orthodoxe que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et me dise, il m'a cité une petite parabole que je ne pourrais pas vous répéter exactement, mais qui se termine par « derrière tout ça, il y a un silence ». Donc, la souffrance est-elle nécessaire? Oui, alors la souffrance, c'est la grande question philosophique sur laquelle
beaucoup de gens ont trébuché, ou du moins qui a obligé les gens à ne plus croire en une transcendance, en un divin, en tous les cas un divin d'amour. C'est Voltaire face au tremblement de terre de Lisbonne, comment c'est possible, ou c'est plus proche de nous la Shoah. Alors il y a une réponse possible face à la Shoah. Où était Dieu pendant la Shoah? Il y a une réponse que de dire il est dans les fours crématoires. Il brûle. Mais alors évidemment, ça lui enlève de la puissance. Comment peut-il tolérer ça? Et là, là, de nouveau, il y a un trou noir, on pourrait dire, mais alors pas sympathique du tout, qui est une énigme à laquelle je vais de nouveau pas du tout prétendre répondre. Moi, la souffrance, je l'ai un peu touché du doigt, enfin j'ai touché du doigt son mystère pendant la formation, le début de formation que j'ai faite chez Elisabeth Kubler-Ross aux États-Unis, qui était un séminaire de 10 jours qui s'appelait Life, Death and Transition, où vous étiez complètement dans un lieu complètement retraité, c'était chez des franciscains dans l'État de New York, et vous êtes complètement isolé avec une centaine de personnes dont une moitié va mourir parce qu'ils ont le cancer, ou à l'époque c'était le sida était mortel à tous les coups. Il y avait ou bien des gens qui ont perdu un enfant, ou des gens qui sont complètement écrasés par un deuil qu'ils ne peuvent absolument pas surmonter, ou des gens qui reviennent de la guerre où ils ont massacré et ils sont eux-mêmes complètement cassés. Et vous vous retrouvez donc avec une humanité apparemment normale, il n'y avait pas de gens grabataires, mais une humanité dont vous mesurez au fur et à mesure des jours, mais ça va très vite. Dès le premier jour, vous vous rendez compte à quel point vous prenez l'équivalent d'une rame de métro, vous voyez, 100 personnes. Vous prenez une rame de métro dans le métro à Brooklyn, et puis, tac, vous les mettez dans un endroit en retraite. Et au début, vous vous demandez si vous allez pouvoir rester là, parce que quand tout d'un coup, parce que chacun son tour va parler. Chacun son tour, au début, on se présente, donc 100 personnes, chacune se présente, ça prend un certain temps, et quand la première qui dit je suis atteinte d'un cancer qui est en train de se généraliser et je vais mourir, et je ne veux pas mourir, et qui se met à pleurer, vous avez la chair de poule. Et puis vous avez la chair de poule de plus en plus, de plus en plus. À la fin de la journée, je peux vous dire qu'il n'y a plus de bavardage. Il y a une espèce de silence incroyable. Vous mesurez à quel point cette phrase de pas mal de traditions religieuses, dont le bouddhisme, qui dit mais en fait la vie est souffrance et il s'agit de ne pas l'infliger, mais il faut bien prendre conscience que tout est souffrance, que moi j'avais jamais tout à fait comprise ou acceptée, eh bien là vous le mesurez et vous le prenez en pleine gueule, ce que les gens souffrent. Et conduit par quelqu'un comme Elisabeth Kubler-Ross et ses assistants, alors vous assistez à une métamorphose, à quelque chose dont je n'avais pas réellement conscience, parce que j'ai grandi dans la religion catholique, le Christ, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va souffrir, et puis qu'il y a aussi toute une culture de la souffrance nécessaire, en quelque sorte, voire même, alors ça c'est vraiment les dérives, pardon, les dérives perverses, c'est le dolorisme, c'est-à-dire donc il faut chercher la souffrance.
Quelqu'un qui ne souffre pas n'est pas digne d'entrer dans le cercle des initiés, en quelque sorte. Et heureusement, Elisabeth Kübler-Ross, elle était très saine par rapport à ça, en disant « mais le dolorisme est une maladie mentale, il ne s'agit en aucun cas de vouloir souffrir. Mais il se trouve que la vie est ainsi faite que nous souffrons, et là, voilà, alors là, l'échantillon était fort. » Et ce qui s'est passé pendant ce séminaire, parce que au bout de 10 jours, 100 personnes, surtout 100 personnes qui vont se confier, qui vont se faire leur coming out, chacun son tour, au gré d'une logique assez invisible, tout d'un coup, oui, quelqu'un éprouve le besoin de venir, et alors là, il est au centre, nous on forme 3 cercles, vous voyez, 3 cercles à peu près de 20-30 personnes, et on écoute l'homme ou la femme qui est là au milieu et qui va déverser, qui va raconter son histoire de souffrance. Et Kübler-Ross va faire preuve d'une capacité d'écoute absolument prodigieuse, c'est-à-dire que avec cette sorte de, comment on appellerait ça, d'équanimité, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est en parfaite compassion, mais en même temps, elle ne le marque pas, elle-même est au-delà des pleurs, elle écoute très attentivement, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette femme qui hurle « Get out of my body, get out of my body » parce que son père l'a violée pendant toute son adolescence et que vous en êtes là, et que vous l'entendez hurler. Et Kübler-Ross va simplement lui dire « Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre père qui n'est plus là, qui est mort ?» Et alors il y a différents procédés, il y avait des matraques, une matraque, elle pouvait prendre une matraque et frapper, c'est de la thérapie de groupe, frapper sur des annuaires téléphoniques comme ça, qui mettaient en morceaux les annuaires téléphoniques, en morceaux, les gens hurlaient. Alors vous comprenez des choses étranges comme par où passe la compassion, parce que voilà, un vétéran du Vietnam, il est là, il avoue, il reconnaît, c'était 20 ans après, qu'à un moment donné, il a massacré tout un village. Ils étaient en hélicoptère, le Viet Cong était censé être dans ce village. C'est la problématique qui se pose aux Israéliens actuellement à Gaza. L'ennemi est là, mais il est caché dans la population, et donc qu'est-ce que vous faites? Alors dans ce cas-là, le type, il avoue, il massacre toute la population. Et alors, ça le hante, naturellement. Il a massacré des femmes, des enfants, Mais, très curieusement, le moment où il va le plus pleurer, c'est que une demi-heure après, l'hélicoptère était parti et l'hélicoptère a été déquillé par la DCA Viet. Et donc l'hélicoptère est tombé dans un marécage. Et donc son copain Joe était pris dans les sangles. Il ne pouvait pas se détacher et il a vu son copain Joe peu à peu s'enfoncer dans le marécage et mourir dans le marécage, enfoncé dans le marécage. Et Joe l'appelait au secours. Et lui, alors là, c'est ça, il n'a pas pu aider son copain Joe et il a vu son copain Joe mourir et ça, c'est ce qui le fait hurler le plus fort. Alors vous vous dites, décidément, la compassion passe par des résonances particulières et moi-même, j'avoue que j'ai jamais autant pleuré, de toute façon, cette formation, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, on pleurait tout le temps, c'était fou. Et comment dire, à un moment donné, il y a un homme qui a un peu mon âge, moi à ce moment-là j'ai 35 ans, il a mon âge et il a perdu son petit garçon. Et il se met à pleurer tout parce qu'il ne peut pas supporter l'idée que son petit garçon soit mort. Et moi-même j'ai un petit garçon à l'époque. Et alors là je le comprends. Et j'avoue que
c'est peut-être à ce moment-là que j'ai pleuré le plus fort, parce que c'était moi. Et c'est pas mal, c'est comme ça. Je pense que la compassion, elle passe d'abord par des chemins très vous pleurez particulièrement fort en vous voyant en miroir. Et en fait, c'est sur vous-même que vous pleurez sur votre propre mortalité. Il y a quelque chose comme ça. Après, ça s'élargit. Mais la chose la plus importante, c'est pas ça, c'est que alors Kübler-Ross, après, quand la personne avait hurlé, crié, frappé, au bout d'un moment, elle lui disait « Est-ce que vous ne voulez pas, est-ce que vous pouvez, par exemple, la fille qui s'était fait violer par son père, est-ce que vous pouvez vous imaginer votre père quand il était enfant ?» Alors oui, elle pouvait s'imaginer son père quand il était enfant. Est-ce que vous pouvez parler à cet enfant? Est-ce que vous pouvez parler à cet enfant? Et à ce moment-là, alors il y avait des oreillers, et la personne pouvait, à ce moment-là, serrer l'oreiller et parler à l'enfant qui avait été son père, et en quelque sorte, de cette façon-là, lui pardonner. En disant, tu ne te serais pas douté que tu allais devenir ça. Et la chose la plus importante, c'est que au bout de la formation, donc au bout des 10 jours, vous les connaissez tous très bien, vous les connaissez comme vous avez rarement connu quelqu'un, et vous vous rendez compte d'un paradoxe qui pourrait sembler monstrueux, mais qui en fait est beau, c'est que ceux que vous avez vus le plus souffrir, ceux qui ont raconté, parce que moi j'étais là comme journaliste, moi j'ai un peu souffert dans la vie, mais très peu par rapport à certaines autres personnes, et je me rendais compte qu'ils étaient plus riches que moi. Je me rendais compte qu'il y avait c'est pas parce qu'ils avaient souffert qu'ils étaient riches, c'est parce qu'ils avaient traversé la souffrance, ils avaient traversé la vallée des larmes, et ils n'auraient pas pu le faire sans l'aide, là en l'occurrence de Kübler-Ross, mais c'est cette aide, nous pouvons nous aider les uns les autres à traverser la vallée des pleurs, nous pouvons nous aider quand l'autre souffre, tu peux l'aider, et s'il parvient à traverser, c'est comme traverser, je dis la vallée des pleurs, mais ça pourrait être aussi la vallée du feu, ça peut être traverser le mur des flammes. Celui qui a traversé, eh bien, de l'autre côté, je revois une jeune veuve, elle était écroulée de larmes parce que son mec était mort. Et elle ne pouvait pas. Et elle pleurait tellement que je me disais, mais elle, ils ne vont pas la rattraper. Elle va mourir noyée dans ses larmes. Tellement elle pleurait, elle revenait. Alors, il y avait des assistantes, on l'accompagnait dans des screaming rooms, on les amenait dans des chambres de pleurs où elle pouvait aller pleurer tranquillement. Et puis, elle revenait plus tard et elle pleurait encore. Et bien, à la fin, elle ne pleurait plus. Elle avait traversé. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris là, grâce à Elisabeth Kübler-Ross, c'est que il faut le vivre pour le comprendre. C'est-à-dire que... Alors maintenant, la question de la violence. La violence... alors la première chose qui me vient à l'esprit, puisque Guy Tamalache m'avait demandé de travailler à ce livre, La Source Blanche, qui raconte, c'est le scénario, en quelque sorte, de qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie à ce moment-là. Et dans cette inspiration, on pourrait dire cette inspiration créatrice, cette inspiration poétique que recevait Hannah Daloche et que Gita, Joseph, Lily, les gens qui étaient là notaient, arrive cette phrase de... Eux, ils n'appelaient pas ça ange à l'époque, mais après, plus tard, on a appelé ça ange. Pourquoi pas? Cette inspiration qui arrive, allez savoir d'où, et que Hannah prononce, il est dit, le problème, ce n'est pas la violence, c'est le mensonge. Et c'est le mensonge qui engendre la violence plutôt que... Alors, ça se discute, mais c'est ce qui était dit, et ça m'avait frappé parce que... Pourquoi? Parce que l'être humain a reçu cette capacité tout à fait singulière, qui est qu'il peut être créateur, il est co-créateur, et il crée parce qu'il parle. C'est parce que nous parlons, c'est parce que nous sommes des
des homo, je ne sais plus comment on dit, loquens, des homo parlants, que nous avons ce pouvoir. Or, ce pouvoir, il est sacré. On ne devrait pas utiliser un mot pour un autre. Et mentir, c'est prendre cette force créatrice et la tordre, en quelque sorte, et l'avilir. Alors, il y a toutes sortes de mensonges, on pourrait en parler longtemps, mais essayer d'être vrai, essayer de ne pas mentir, est sans doute l'objectif premier, plus important que ne sois pas violent. Si tu arrives à ne pas mentir, peut-être que tu arriveras, d'ailleurs, peut-être que c'est relié. Alors maintenant, la violence en soi, on se dit, mais la violence, les humains sont d'une violence extrême, il y a de la violence en nous. Kübler-Ross, elle disait, the little Hitler, le little Hitler in yourself, le petit Hitler en vous. Il y a un tout petit Hitler. Alors, heureusement, en général, il est tellement petit qu'on peut ne pas en tenir compte ou le mettre dans un coin ou je ne sais pas quoi, l'apprivoiser. Mais la violence... alors, il y a plusieurs discours sur la violence. Il y a plusieurs discours. Il y a le discours qu'on pourrait dire rousseauiste, qui est de dire l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le rend méchant et violent. J'ai tendance à ne pas le croire, ça. Je sais pas, parce que le petit enfant, il peut être spontanément très très violent. Je crois pouvoir dire que le petit enfant, par exemple, naturellement, le petit enfant n'est pas raciste. Moi, j'ai grandi comme pied noir au Maroc et je sais ce que c'est que le racisme. Il a surgi en moi à partir de l'âge de raison. Quand on commence à former un groupe et qu'on est vraiment influencé par la culture de ce groupe, enfin de cette communauté, etc. Alors que tout petit, non. Le tout petit n'est pas raciste. Mais il peut être violent. Il peut être violent, il peut. Alors, je suis très sensible au discours d'un psychologue américain qui a beaucoup de succès, qui dit, alors, ce psychologue, oui, c'est Steven Pinker, Steve Pinker, qui a écrit des tas de livres. Il y en a un magnifique, très gros livre qui s'appelle « La part d'ange en nous ». Dit, écoutez, en tant que psychologue, il s'est fait aussi historien, il a travaillé avec des historiens, et il dit à quels critères juger qu'un comportement est violent ou pas. Eh bien, on peut prendre un critère simple, un critère vraiment basique, c'est quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, tue volontairement quelqu'un d'autre. Et donc, essayons de mesurer quel est le risque qu'un enfant qui vient de naître a, quel risque a-t-il de voir ses jours finir au bout de X années volontairement tué par quelqu'un d'autre. Quel est ce risque? Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on arrive, et de ce point de vue-là, les paléo-anthropologues ont toute mon admiration, parce que les paléo-anthropologues arrivent à dire des choses sur nos ancêtres très lointains de manière assez précise. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à se faire une idée. Alors, plus ça va loin dans le temps, moins c'est évident, je suppose, mais on arrive à savoir à peu près comment sont morts nos ancêtres. Et, dit Steve Pinker, aux temps anciens, c'était pas rare qu'on soit tué par quelqu'un d'autre. Crâne fracassé, ou abdomen transpercé, ou brûlé, ou noyé, ou écrasé, enfin, tout ce que vous voulez. Et que cette
cette violence-là, mesurée donc avec ce critère extrêmement objectif, eh bien, contrairement à ce que croient tous nos contemporains, elle va en baissant. Elle va en baissant. C'est-à-dire que, et alors, on va lui dire, attendez, vous ne voulez pas dire que le XXe siècle a été moins violent que le XIXe, par exemple? Eh bien si. Eh bien si. Comment ça? Le XXe siècle, avec 2 guerres mondiales, le goulag, la Shoah, les guerres coloniales, vous n'allez pas dire que, ben si. Si, pourquoi? Mais c'est statistique, c'est-à-dire parce qu'on est beaucoup plus nombreux. On est beaucoup plus nombreux. Au 19e, il y a des guerres aussi. C'est pas des guerres mondiales, mais il y a des guerres aussi, il y a des massacres. Et rapporté à la population de l'époque, eh bien, le risque pour qu'un nouveau-né voit sa vie s'achever, tué volontairement par quelqu'un d'autre, ça va en baissant. Alors ça rejoint d'autres statistiques qui sont celles, mais moins étendues dans le temps, mais quand même ça va depuis la Renaissance, qui sont celles de Robert Münchenbled, qui est un historien français, qui a écrit l'histoire de la violence, et qui dit la même chose, qui dit, et alors ça, je sais qu'on avait fait un article dans le journal Nouvelle Clé, et on avait ensuite montré ça à des lecteurs, et c'était l'article sur lequel les lecteurs et les lectrices protestaient le plus. On dit, non mais les journalistes quand même, qu'est-ce qu'ils vont pas raconter, les journalistes? Ils racontent, regardez ça, que le monde serait de moins en moins violent. Non mais je rêve, alors que c'est bien entendu l'inverse. Le monde est de plus en plus violent. Les gens sont persuadés de ça, absolument persuadés. D'ailleurs, parce qu'on est informé en permanence. On est informé. Autrefois, on ne savait pas. On ne savait pas les massacres, etc. Aujourd'hui, on est informé. Donc, bon. Alors, il y a des contestataires. Je sais, il y a en particulier l'anthropologue David Graeber. David Graeber, qui est un spécialiste des sociétés, des peuples premiers, comme on dit, et des peuples très anciens, et qui est un spécialiste des sociétés heureuses. Il y a eu des sociétés heureuses dans les temps très anciens. Et donc il mène une guerre terrible contre Steve Pinker. Donc il y a la guerre Steve Pinker-David Graeber, 2 Américains qui disent l'opposé l'un de l'autre. C'est vraisemblablement complémentaire. Et puis surtout, ce qu'on pourrait dire à notre époque, c'est oui, mais vous parlez de la violence, alors au sens littéral, total du terme, c'est-à-dire comment je tue quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais la violence, elle s'exprime de bien d'autres manières. Nous vivons dans une société aliénés, nous vivons dans une société où nous sommes coupés de la nature. Est-ce que ça, c'est pas une violence? Nous sommes coupés de tout, d'ailleurs. Nous sommes coupés les uns des autres, etc., etc. Alors là, on peut... Mais c'est vrai que à ce moment-là, ça devient sujet à controverse infinie, je pense. C'est quand même intéressant d'avoir le critère de Pinker, je trouve. C'est-à-dire, voilà, est-ce que nous nous tuons les uns les autres? Apparemment, les courbes sont quand même fortes. Hein. C'est des courbes vraiment très significatives. Apparemment, non. Mais qu'en sera-t-il de l'avenir? Parce que on ne sait pas. Là, nous entrons dans une ère, n'est-ce pas, anthropocène, où l'anthropocène devient rouge vif, c'est-à-dire que nous foutons la biosphère à sac, et que nous ne savons pas si nous allons pouvoir survivre, si nos descendants vont pouvoir survivre, surtout. On peut se faire du souci pour ses petits-enfants. Et là, voilà, donc grand point d'interrogation. La science doit-elle s'intéresser à l'invisible? Ouais. Alors, sur la science, tout à l'heure, j'ai commencé une phrase et puis je ne l'ai pas finie. Je vous disais que j'étais ami avec Jean-Marie Pelt, le botaniste, et il me disait
personnellement, au fond de moi, je suis persuadé que la Terre tourne autour du Soleil par amour. Mais attention, si jamais un étudiant me met ça sur sa copie, je lui mets 0, parce que c'est pas scientifique. C'est pas scientifique, et la science est quelque chose de précis, qui a ses règles, et qu'il faut absolument respecter. Mais je pense que je dis ça dans un ordre qui est supérieur à la science, et qui est la spiritualité. Qui est supérieur à la spiritualité. Donc, la science, il est normal qu'elle ait des critères extrêmement rigoureux, sévères, et donc qu'elle soit matérialiste, par exemple, ne poserait pas de problème si elle ne prétendait pas avoir le fin mot, si elle ne prétendait pas épuiser le réel, en disant, nous, on étudie ce qu'on peut étudier, avec des règles précises, et pour nous, dans l'état actuel des connaissances, dire que la Terre tourne autour du Soleil par amour, ça ne veut rien dire, mais nous pouvons très bien admettre que c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on arrivera à le prouver un jour? Sans doute. Peut-être, peut-être pas, mais voilà. Alors, ça serait déjà une science qui admettrait qu'il y a des choses qui la transcendent. Maintenant, à l'intérieur même de la science, quand les post-matérialistes avancent des arguments pour dire, mais regardez, le cerveau et le cœur de cette personne étaient arrêtés, et pourtant elle a vécu une expérience extraordinaire. Comment pouvez-vous prétendre donc que la conscience jaillit du cerveau? Là, il est certain que la science est coincée dans sa propre logique, c'est-à-dire que, en effet, alors, qu'est-ce que c'est qu'une science de la conscience? Ils essayent tous, toutes sortes de neurologues passent leur vie à étudier des cerveaux de comateux, des cerveaux de gens qui dorment, des cerveaux de gens malades, des cerveaux de gens en transe, des cerveaux de gens en méditation. Donc, ils essayent de canaliser, et ils arrivent à des résultats intéressants. Stanislas Dehaene, qui dirige un grand laboratoire de neurologie dans le sud de Paris, à Saclay, dit, on découvre que si je vous dis tout d'un coup, prenez conscience de ma cravate, parce que vous n'y pensiez pas là, mais tout d'un coup je vous le dis, donc pendant en une fraction de seconde, vous vous focalisez sur ma cravate, on s'aperçoit que ce sont à peu près toutes les aires de votre cerveau qui se mettent en route. Donc mais ils ne vont pas très très loin. Ils ne vont pas très très loin. Donc, la question que vous posez, elle est énorme, c'est-à-dire comment la science pourrait-elle se dépasser au point de devenir une métascience? Les anciens, ils avaient une physique et une métaphysique. Il faudrait... Bon, alors, je trouve que nous sommes à l'orée, nous sommes à une charnière, là, actuellement, de ce point de vue-là, et que des grands scientifiques, comme dirait le philosophe des sciences Michel Bidbol, se contentent d'une phénoménologie, c'est-à-dire que ne prétendent pas expliquer, en ce qui concerne toutes les questions que nous avons évoquées dans cet entretien, se contentent d'observer et d'écouter si possible avec sympathie. Les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, eh bien il faut les écouter. On n'explique pas, mais on les écoute. Et c'est une attitude qui était celle de Husserl, qui est celle de Merleau-Ponty, qui est celle de Jean-Paul Sartre, quelque part. La phénoménologie, c'est admettre qu'il y a que la subjectivité que la science n'a pas le fin mot sur la subjectivité et qu'il faut absolument écouter. Doit-on changer notre approche de la fin de vie? Maintenant, par rapport à la fin de vie, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait de gros progrès,
Parce que autrefois, c'était les religions qui s'occupaient de ça. Quand quelqu'un allait mourir, ben ça rentrait dans le domaine religieux. Et quand quelqu'un était tombé d'un arbre et que visiblement il allait mourir, on appelait vite un prêtre, ou vite un imam, ou vite un rabbin, ou vite un lama. Ça, c'est terminé. Même dans les zones ultra-intégristes de n'importe quelle religion, on ne dit plus vite un prêtre, on dit vite un docteur. On dit vite un docteur. Et donc, la fin de vie est complète, mais comme le début de la vie, elle est passée entre les mains des médecins. Et au début, les médecins n'ont pas été à la hauteur, ils n'avaient pas été formés pour ça. Les médecins sont vraisemblablement, là, ça, des études le montrent aux États-Unis, les médecins étaient ceux qui avaient le plus peur de la mort. Parce que pour eux, ça représentait un échec. Mourir, c'était un échec. Et on ne peut pas admettre, quand on s'occupe de gens, que finalement, on peut gagner jusqu'en demi-finale, mais en finale, on perd à tous les coups. Et donc là, il a fallu vraiment une révolution. Et cette révolution, elle a été menée par des femmes. Elle a été menée dans les années... Elle a été menée entre les années 40 et les années 60. Par des femmes. Kübler-Ross en fait partie. Kübler-Ross est une des grandes pionnières. Elle reçoit son baptême du feu à la sortie des camps de concentration, puisqu'elle va être pendant 2 ans aux portes des grands camps de concentration en Pologne, où là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne mentait plus, parce que c'était cru. Là, elle se prend son baptême du feu, et la vie l'amène à devenir finalement psychiatre en Amérique. Et là, en Amérique, c'est des grands hôpitaux, et dans les grands hôpitaux américains, elle découvre que là-bas, on ne meurt pas. On ne meurt pas. Non, 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 non. On a la technique. On a la technique, on a le vaccin. On va vous sortir de là. Et que quand elle va découvrir, quand elle va faire ses premières conversations avec des personnes mourantes, et qu'il va y avoir un grand article dans Life Magazine sur le Billings Hospital de Chicago, où elle a un dialogue devant les étudiants de médecine, elle dialogue avec une jeune femme qui va mourir de la leucémie. Et ça fait un scandale énorme. Elle est convoquée et elle est virée. Elle est licenciée de l'hôpital. L'hôpital, vous avez fait connaître notre hôpital dans le monde entier, parce que Life Magazine, c'est mondial. Vous avez fait connaître notre hôpital parce qu'on y meurt. Mais sortez d'ici, on ne meurt pas chez nous. La mort était devenue un tabou. C'est devenu un tabou, on n'en parle plus. Et donc, ce sont des femmes. Ça, alors là, je mets ma main, même si on me dit que c'est genré, ce propos, ce sont des femmes qui ont rouvert les yeux des humains modernes, de dire, mais oui, on meurt et on peut céder, et on peut céder à la fin. Et ça s'appelle, en français, les soins palliatifs. On peut céder, on peut aider à moins souffrir. Ça, c'est en Angleterre en particulier, Cicely Saunders, la morphine par voie buccale, mais à dose suffisamment contrôlée pour que la personne ne perde pas son esprit, qu'on puisse dialoguer avec elle. Et toute personne qui est arrivée en fin de vie a du unfinished business, des choses pas résolues. Il faut l'aider à résoudre le maximum de choses. Ça peut être une inimitié, ça peut être quelqu'un qu'elle n'a plus vu depuis longtemps, ça peut être une chose qu'elle n'a pas dite, un secret, ça peut être... Il faut aider les personnes à finir leur business avant de partir, dans la compassion. Et là, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, extraordinaires. Alors maintenant, ce sont aussi des hommes. Maintenant, c'est plus marqué comme ça. Mais à l'époque, c'est vraiment des femmes qui redécouvrent l'art de nous accompagner les uns les autres dans la fin de vie. Ça, c'est complètement capital. Ça arrive peu à peu en France, ça a mis longtemps, parce qu'en France, c'est l'obsession de l'euthanasie mal assumée, alors en plus. Parce qu'en France, c'est de ça qu'on parle dès les années 70, et pourtant, on n'a toujours pas réglé la question. Alors oui, la question de l'euthanasie, alors soit à la manière suisse, suicide assisté, soit à la manière belge, euthanasie active.
En France, on a l'euthanasie passive en quelque sorte, c'est-à-dire on met la personne en sédation, on ne lui donne plus à manger, on la met sous morphine forte, peut lui donner des hypnotiques et elle va partir peu à peu. Mais on ne va pas faire le shoot final. Le shoot final, personnellement, moi je ne suis pas contre, je dis juste que c'est un mini-problème. Le shoot final, oui, des personnes qui souffrent horriblement. Alors après, la question de savoir, oui, non mais c'est une adolescente encore, mais elle est très déprimée et elle veut partir, alors est-ce qu'il faut l'aider, elle, à partir? L'adolescent ou l'adolescente, ou enfin la personne qui n'est pas menacée d'une maladie très très grave, mais qui veut se suicider, là c'est quand même plus douteux, parce que toute la pratique des soins palliatifs le montre, ça on l'entend beaucoup maintenant, mais ça je l'avais mis dans mon livre Réapprivoiser la mort, dans les unités de soins palliatifs, en général on vous dit, ben voilà, une personne qui arrive, on nous apporte une personne qui est très remontée, qui dit, moi je vous préviens, j'ai signé avec telle association, et d'ailleurs pratiquement j'ai une seringue dans mon sac, et je veux qu'on me fasse la piqûre finale au moment où je le déciderai, parce que je veux contrôler, ce qui pour moi est un peu de la toute-puissance infantile, parce que c'est de se dire, moi je peux me néantiser, mais enfin c'est pas toujours ça, hein, mais s'imaginer qu'on peut se néantiser, je crois que c'est naïf, mais enfin bon. Mais ce qu'on vous dit dans les unités de soins palliatifs, cette personne, on s'est occupé d'elle, on lui a montré de l'affection, de la chaleur, si c'est une femme, on lui a aidé à se refaire un peu une beauté, un homme, on lui a apporté des témoignages d'affection, et au bout de 10 jours, ben, il n'était plus tellement question de vouloir partir, parce que, oui, non, fermez la porte, là, parce qu'il y a un courant d'air, je vais attraper froid. Et donc, la question est, je trouve qu'elle est mal posée par les médias et par des intellectuels, parce que c'est une attitude très d'intellectuels français, enfin particulièrement français, de dire, et c'est là aussi un peu dans la toute-puissance, j'ai le droit de me suicider si je le veux, et vous devez m'aider à le faire. Oui, pourquoi pas, l'attitude socratique. Enfin, Socrate ne se suicide pas, on l'assassine quand même. On l'assassine, mais c'est cette idée-là. Et elle est, à mon sens, trop mise en valeur. Enfin, on lui donne trop d'importance par rapport aux soins palliatifs qui ne sont pas très bien appliqués. Il faudrait plus de moyens. Il y a des unités de soins palliatifs qui n'en sont pas, parce qu'une vraie unité de soins palliatifs, on a les moyens et on a le temps. Parce qu'il faut que quelqu'un, alors il y a plein d'associations de bénévoles qui font ça très bien en France, en particulier Jalmalve, qui est jusqu'à la mort accompagner la vie, qui le font très bien, des gens qui sont bénévoles, mais comme il y a des visiteurs de prison, il y a des visiteurs de personnes en fin de vie qui jouent un rôle essentiel. Mais là, il faut du temps. Or, les infirmières, les aides-soignantes, dans les hôpitaux, n'ont pas le temps. Avec le temps, laisser la personne revenir à elle, revenir à sa vie, pouvoir raconter, voilà ce que je pense.